Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. 20h12, nous sommes ensemble jusqu'à 21h et notre invité politique dans Europe 1 Soir est député Renaissance des Yvelines, porte-parole des députés Renaissance. Bonsoir Charles Rodwell. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là et pour vous interroger avec moi ce soir, bonsoir à Jules Torres. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Journaliste au service politique du journal du dimanche, bonsoir à Guillaume Bigot. Bonsoir à tous, bonsoir Pierre. Éditorialiste et chroniqueur politique. Une fois de plus, j'allais dire, Charles Rodwell, un drapeau palestinien a été brandi à l'Assemblée nationale, un étendard classique brandi par l'insoumise Rachel Keke. Et puis, dans les rangs de la NUPES, on a vu des députés se lever habillés de vert, de blanc, de noir et de rouge. Ça devient une habitude à l'Assemblée nationale ? Au-delà d'une habitude que, évidemment, je regrette et je déplore, je pense que c'est le symptôme d'une panique de la France insoumise vis-à-vis de ce qu'ils appellent leur carburant électoral qui risque de leur échapper dimanche prochain. Depuis maintenant plusieurs semaines, nous entendons les députés de la France insoumise défendre que le Hamas est un mouvement de résistance et non pas un mouvement terroriste, remettent en cause la véracité des attaques du 7 octobre. On entend surtout un silence assourdissant vis-à-vis des otages, notamment les otages français qui sont détenus par le mouvement terroriste, là encore du Hamas. On a les députés de la France insoumise qui poussent en fait chaque semaine le bouchon un peu plus loin pour, à mon avis, une seule raison. Non pas évidemment pour le peuple palestinien, qui est une question qu'ils instrumentalisent, sinon ils auraient apporté un soutien sans faille à la position du président de la République, qui appelle à un cessez-le-feu et qui appelle à la libération des otages, mais bien d'une stratégie électorale vis-à-vis d'un électorat pour lequel, à mon avis, ils ont un mépris profond, puisqu'ils les considèrent comme un carburant selon le mot qu'ils emploient eux-mêmes, et qui risque de leur échapper dimanche. Question de Jules Torres. Les députés de la France insoumise ont annoncé qu'ils porteraient des drapeaux palestiniens chaque mardi lors des questions au gouvernement jusqu'à la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce que vous appelez Yael Braun-Pivet à prendre des sanctions immédiates pour éviter que ça se reproduise pendant plusieurs semaines ? Le règlement est très clair sur le sujet. Une sanction doit être prise à chaque fois que ce type d'acte a lieu dans notre hémicycle, qui, rappelons-le, n'est pas le lieu des députés. L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple français. Là où chacun d'entre nous choisissons des hommes et des femmes pour nous représenter, pour voter la loi française. On a tendance à l'oublier, ça ? Je pense qu'une partie des collègues de la France insoumise l'oublient. Lorsqu'ils se font le porte-étendard de la caution palestinienne, comme ils le disent eux-mêmes. Je tiens par ailleurs à souligner qu'ils se sont montrés bien silencieux lorsque les attaques du 7 octobre ont eu lieu. Est-ce qu'ils ont brandi un drapeau israélien dans l'hémicycle ? La réponse est non. Lorsque l'Ukraine a été attaquée ou envahie par la Russie, est-ce qu'ils ont brandi un drapeau ukrainien dans l'hémicycle ? La réponse est non. Donc moi, la question que je me pose, c'est quelle est la motivation de ces députés pour instrumentaliser la question palestinienne ? Et je crois que la réponse est claire, c'est qu'ils manifestent une panique électorale vis-à-vis de ce qui pourrait avoir lieu dimanche prochain. Donc, monsieur le député, vous seriez assez d'accord avec la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, qui considère qu'aucun drapeau étranger ne doit être dans les enceintes des assemblées nationales, parce que c'est la maison du peuple, pour reprendre votre expression. Vous en êtes d'accord ? Alors moi, je considère que les parlementaires ne doivent pas brandir de drapeaux étrangers dans l'hémicycle français, car il y a deux drapeaux qui sont les drapeaux officiels de notre République, le drapeau français et le drapeau européen. Et donc, le fait que le président Larcher ait souhaité installer à côté du drapeau français le drapeau ukrainien pour rendre hommage au courage des Ukrainiens, ça vous paraît pas relever un peu du deux poids, deux mesures ? Alors, je vous souligne qu'à ce moment-là, nous étions dans une session particulière, là encore régie par le règlement intérieur de nos deux assemblées. Un autre moment, par exemple, où il y a eu un drapeau étranger, c'est lorsque le roi Charles du Royaume-Uni a prononcé un discours devant les deux hémicycles rassemblés au sein de l'hémicycle de l'Assemblée du Sénat. Tous ces codes sont régis par notre règlement intérieur. Il y avait à ce moment-là un drapeau parce qu'il y avait une autorité extérieure qui était présente. Ce sera le cas, j'imagine aussi, lorsque nous recevrons Volodymyr Zelensky vendredi matin. La question, en revanche, se pose dans une session ordinaire des questions au gouvernement. L'instrumentalisation d'une cause par le brandissement d'un accessoire ou d'un drapeau aux étrangers est interdit par notre règlement. Les sanctions doivent s'appliquer. On continue notre entretien jusqu'à 21h. Il est 20h16 sur Europe 1. Europe 1,
Le journal permanent. Et la piste de l'intoxication au monoxyde de carbone écartée après une vague de malaise dans une école primaire de la Marne. Plusieurs dizaines d'enfants touchés sans gravité. Les causes restent mystérieuses. L'établissement est fermé depuis hier. Emmanuel Macron lance un appel à la mobilisation à 5 jours des élections européennes. Ne pas aller voter, c'est laisser les autres choisir pour vous, déclare le chef de l'État lors d'un entretien aux médias en ligne Le Crayon. 22 minutes de questions-réponses. Pas une seule référence à la tête de liste de la majorité, Valérie Ayé. Volodymyr Zelensky prononcera un discours devant l'Assemblée nationale vendredi, une intervention pour parler des besoins de l'armée ukrainienne dans sa guerre face à la Russie. Le président ukrainien participera également aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie jeudi. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Jules Torres et de Guillaume Bigot pour interroger Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines et porte-parole des députés Renaissance. Le travail parlementaire dans un hémicycle où on brandit des drapeaux palestiniens et comme l'a souligné Jules Torres, désormais visiblement tous les mardis, le travail parlementaire dans un hémicycle où des motions de censure sont retenues, enfin pas retenues mais en tout cas rejetées, retoquées et en tout cas votées, ça prend du temps tout ça. Est-ce que vous êtes vous-même, Charles Rodwell, serein pour le travail parlementaire qui est, j'allais dire, ponctué d'événements qui ne devraient pas avoir lieu d'être? Alors, je fais une différence évidemment entre les actes inadmissibles de la France insoumise, d'un côté, et les motions de censure de l'autre, même si je suis en désaccord sur le fond avec elle. Ça fait partie évidemment de la vie parlementaire. Ça fait partie de l'arsenal anti-macroniste, d'une certaine manière. Ça dépend du point de vue dans lequel vous vous placez. Moi, je considère que le travail parlementaire vient d'abord et avant tout du débat de fond, des idées sur lesquelles nous pouvons dégager des majorités. Un exemple parmi d'autres, lorsqu'on m'explique qu'on ne peut pas légiférer depuis 2 ans. Si nous prenons par exemple les lois sur l'énergie, on a voté une loi sur la relance de l'énergie nucléaire avec notamment les Républicains, et nous avons voté une loi sur la relance des énergies renouvelables, solaires et éoliennes notamment, avec le Parti socialiste. Ce qui veut bien dire, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel moi qui me tient à cœur. Et la loi sur les discriminations capillaires, vous avez voté ça avec qui? Je n'étais pas présent dans l'hémicycle parce que je considère que ce n'est pas le rôle d'un parlementaire de légiférer sur ce type de sujet. Donc j'ai manifesté un désaccord en étant absent. Ça mérite d'être dit parce que c'est vrai qu'on est quelques-uns observateurs à avoir tiqué sur ce genre d'adoption au Parlement. Chacun prend sa responsabilité. J'étais absent lors de celui-ci, j'étais absent lors d'autres. J'étais bien présent lors des débats que je viens d'évoquer. Tout ça pourquoi? Parce qu'au-delà des coups d'éclat dans lesquels certains veulent nous emmener, nous avons une Assemblée nationale dans laquelle il est possible de légiférer aujourd'hui. Et je pense qu'il faut simplement en appeler à chaque groupe politique de se tenir, d'avoir ses responsabilités, de tout simplement être positionné sur les programmes sur lesquels ils ont été élus. Je pense notamment, que c'est un sujet qu'on va aborder, les finances publiques, la baisse des dépenses publiques, le rétablissement des budgets. Nous avons tous été élus dans cet hémicycle sur un programme, sur des idées claires lors des dernières présidentielles et des dernières législatives. Donc on peut légiférer et pas forcément par 49.3. Oui, j'en suis absolument convaincu. Il peut y avoir un travail parlementaire, main dans la main, avec les députés, un travail serein. J'ai mis l'exemple, si vous voulez, dessus. Lorsque nous avons été élus, vous nous avez dit, profitez-en, monsieur le député, juillet-août 2022, parce que en septembre 2022, motion de censure adoptée, il y aura une dissolution. Résultat, nous avons voté le projet de loi de finances rectificatif à l'époque et la loi pouvoir d'achat. En décembre, on m'avait dit, profitez-en, monsieur le député, parce que la loi immigration, vous allez tomber. Et il y aura une dissolution et vous serez battu. Résultat, justement, dans la majorité, il y a actuellement une sorte de traumatisme depuis le projet de loi immigration, depuis ce camouflet où certains ministres ont menacé de démissionner, où il y a eu un certain nombre de frondeurs. Là, il se pourrait qu'il y ait notamment de nouveaux frondeurs, et vous en faites sans doute partie sur le projet de loi fin de vie. Est-ce que finalement la majorité n'a pas intérêt à enjamber le Parlement, et ce que fait Gabriel Attal depuis qu'il a été nommé Premier ministre? Je ne crois pas déjà que ces deux projets de loi soient comparables, parce que, vous l'aurez noté, sur le projet de la fin de vie, nous aurons une liberté de vote absolue, qui d'ailleurs n'est pas garantie dans tous les groupes. Et je pense qu'il est important de le souligner. Et je pense que notre majorité... Elle est garantie au RN, nous disait Laurent Jacobelli hier, à votre place. Et elle est bien garantie dans la majorité. En témoigne le vote que j'adopterai sur cette proposition. Dans la majorité depuis ce projet de loi immigration. Sur le projet de l'immigration. Si vous voulez, ce qui intéresse les gens, à mon avis, c'est que nous légiférons et que nous prenons des décisions fermes pour contrôler les flux migratoires qui rentrent dans ce pays. La loi immigration, les premiers articles qui ont tous été validés par le Conseil constitutionnel, parmi les textes déposés par le gouvernement au départ, l'ensemble des articles -1 ont été validés par le Conseil constitutionnel et nous ont permis de mettre en œuvre des mesures très précises pour reprendre le contrôle sur une part de nos flux.
Et ce texte, nous l'avons voté. Pourquoi ? Nous l'avons voté parce que nous avons su trouver un accord avec les Républicains avant Noël pour valider ce texte de loi. Un accord trouvé avec les Républicains ou un accord au forceps pour les Républicains ? Alors ça, encore une fois, ça dépend du point de vue de chacun. Moi, ce que je peux vous vous dire, demande le vôtre. moi, ce que je peux vous dire, J'ai pas un républicain devant moi, enfin pas que je sache. vous savez, lorsque nous avons présenté ce texte, nous on est assez pragmatiques. Ouais, Nous avons un projet de loi proposé par le gouvernement et par notre majorité. Nous regardons qui veut travailler avec nous. Le groupe parlementaire qui voulait travailler avec nous sur ce texte, c'était les Républicains. Nous avons trouvé un accord politique. Monsieur le député, point de toute hypocrisie, puisque le président de la République a transmis le texte au Conseil constitutionnel qui a déshabillé d'une part ce que la majorité du peuple, les représentants du peuple français voulaient, et d'autre part ce que tous les sondages mesurent, c'est-à-dire ce que la majorité du peuple français veut de toute façon mesurer par les sondages. Alors, les sondages, ce sont les sondages, mais là, l'Assemblée nationale avait tranché. Est-ce que ça ne heurte pas le républicain que vous êtes que les sages aient défait ce que voulaient les Français ? Alors plongeons-nous, si vous voulez, dans le détail du texte. 1. Est-ce que vous auriez préféré que le président de la République, au mépris de notre Constitution, ne transmette pas le texte au Conseil constitutionnel ? Je pense que la réponse est non. Deuxièmement, la plupart des articles qui ont été retirés sont des articles qui l'ont été par vice de procédure, parce qu'on appelle un cavalier législatif, parce que le cadre du départ avait été dépassé. Moi, ce que je constate, c'est que notre obligation politique était d'avoir un texte sur la loi immigration. Je ne pensais pas qu'on ait parlé de ce soir, mais tant mieux qu'on en discute. Ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas préparé votre entretien, Charles Rodwell ? Ou peut-être le vôtre, mais en tout cas, moi je suis très heureux d'évoquer ce sujet. Non, mais ça ne vous choque pas en tant que républicain élu de la nation que les juges constitutionnels puissent défaire ce que font les représentants des Français, ou voir les Français par référendum, voire leur interdisent par avance d'organiser des référendums sur un certain nombre de sujets. Priver le peuple de voix, c'est ça le comble de la démocratie. Votre question, pardonnez-moi, votre sympathique question pose un petit vice. C'est que pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel a retiré un certain nombre d'articles ? Parce qu'ils étaient considérés comme cavaliers. Cavalier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sortent du champ initial du texte. C'est une règle essentielle pour nous permettre de légiférer. Ça ne veut pas dire qu'ils les ont retirés sur le fond, c'est-à-dire qu'ils les ont tirés sur la forme. C'était le cadre que nous avons défini au départ dans nos discussions. La loi immigration a été adoptée, ce qui n'empêche pas non plus d'ailleurs de poser d'autres propositions législatives dans les mois qui viennent sur ce même sujet. Nous, on est tout à fait prêts et ouverts à la discussion et au débat. En tout cas, la discussion se fait en cette fin de journée et j'imagine que vous retournez à l'Assemblée nationale après sur la fin de vie. Absolument. Il y a 2 sessions, il y avait une à 16h et une à 21h30, donc ça va durer assez longtemps. On est, si je ne m'abuse, en train de discuter de l'article 6 qui a en tout cas cette notion de pronostic vital engagé qui pose problème pour certains députés. Quel est votre avis sur la loi et plus précisément sur cet article-là ? Alors c'est une bonne question en 2 temps. Je vous réponds d'abord sur le cadre général et ensuite sur cet article-là. Moi, vous connaissez ma position. Je considère qu'il n'est pas opportun de légiférer sur la fin de vie telle que le texte a été prononcé. En général, on devrait, pour vous, ne pas amener cette loi au Parlement. Pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que chaque député se gargarise lorsque la loi qui existe déjà est appliquée. Je considère que c'est que le déploiement des soins palliatifs et la seconde, celle au milieu des années 2000 et celle de 2016, qui prévoit la sédation profonde, à la suite des soins palliatifs. Le déploiement des soins palliatifs aujourd'hui n'est pas assuré dans 1/3 des départements français, premièrement. Deuxièmement, je considère qu'il n'est pas opportun de légiférer parce que je ne vois pas comment nous éviterons dans les années qui viennent un élargissement du champ d'application de la loi. C'est d'ailleurs la conclusion qu'on peut tirer de la commission spéciale. C'est qu'il est très rapide et très simple d'élargir le champ d'application. Je respecte infiniment mes collègues qui soutiennent ce texte et qui ont travaillé dessus depuis 10, 15, voire 20 ans. Mais ma conviction, c'est que je ne crois pas qu'il soit souhaitable de légiférer sur ce sujet pour ces 2 raisons. Ensuite, quand vous abordez la question spécifique du pronostic vital, moi, premièrement, à partir du moment où je suis défavorable à l'euthanasie et au suicide assisté, je pourrais bien me dire, toutes les procédures, tous les toutes les limites qui sont posées, finalement, je les considère pas parce que je suis contre en bloc. Je considère, dans le détail, que l'implication de ce pronostic vital est une question essentielle, qui d'ailleurs fracture non pas seulement les députés de la majorité, mais les députés de l'ensemble de l'hémicycle,
parce que là aussi, on assiste, si la notion de pronostic vital est retirée, à un élargissement définitif du champ d'application de cette loi qui, moi, ne me semble pas opportune. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé d'euthanasie et de suicide assisté. Or, le gouvernement, dès le départ, a choisi d'enlever ces mots pour utiliser le mot d'aide à mourir. Et vous parliez finalement des abus et des verrous qui pourraient sauter, ou les abus qui pourraient arriver dans les prochaines années, en tout cas vis-à-vis de ce texte. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du gouvernement qui a tenté, avec des mots, d'adoucir ce texte qui finalement est très très dur parce qu'il a supprimé tous les garde-fous? Alors déjà, moi je ne parle pas d'abus, parce que je considère que c'est un point de vue subjectif. Je parle d'élargissement du champ d'application qui me semble être plus objectif. Premièrement, je pense que le gouvernement et la majorité ont eu raison d'organiser la Convention citoyenne sur la fin de vie. Pourquoi ? Parce que qu'on soit pour ou qu'on soit contre, et aujourd'hui, selon les sondages, 80% des Français qui considèrent que c'est une question importante. Mmh. Et donc, je ne vois pas pourquoi on aurait peur de poser un débat que se pose une très grande majorité de Français. Deuxièmement, malgré mon opposition à cela, si vraiment on avait voulu légiférer sur ce sujet, je pense qu'il aurait fallu aller au référendum. Maintenant, si chaque député est consulté sur ce sujet, ce qui est le cas aujourd'hui dans notre hémicycle, il faut que chaque parlementaire fasse son cas de conscience sur cette question. C'est la raison pour laquelle je m'opposerai à ce texte. Et sur le choix du nom, vous ne trouvez pas que le débat a été vicié dès le départ par le gouvernement lui-même en choisissant de renier ce terme d'euthanasie, ce terme de suicide assisté? Honnêtement, je crois pas. Et je vais être très franc avec vous, moi je suis quand même... Même l'association pour le droit à mourir dans la dignité dit que ce sont un petit peu des pudeurs de gazelle et qu'au final, le gouvernement veut faire quelque chose qu'il ne dit pas. Alors, allez jusqu'au bout. La DMD tient cette position parce qu'elle veut un élargissement maximal et qu'elle exprime qu'elle n'est pas satisfaite par le texte. Donc, il faut bien savoir d'où on vient. Moi, je vais vous dire très franchement, je salue pour le coup la transparence totale du gouvernement sur ses intentions depuis le départ, depuis le dépôt du texte en commission spéciale. Il faut d'abord voir le titre 1 qui garantit le droit aux soins palliatifs avec une hausse conséquente de moyens, qui est une bonne proposition que je soutiens absolument dans le titre 1, le déploiement massif des soins palliatifs. En revanche, je considère, à titre très personnel, qu'il n'est pas opportun de légiférer sur l'euthanasie sur le suicide assisté. Vous seriez pour ce texte s'il n'y avait que le titre 1, s'il n'y avait que cette première partie qui résolument manquait, parce que, comme vous l'avez dit, un tiers du territoire est en manque d'infrastructures pour les soins palliatifs. Il aurait fallu d'abord chronologiquement régler ce problème avant, non ? Alors, je vais même aller plus loin sur cette question. Une bonne partie de mes collègues parlementaires, d'ailleurs de tous bords, des communistes jusqu'à la droite, avaient déposé une tribune dans l'Express il y a quelques semaines expliquant qu'il fallait 2 textes pour différencier le sujet des soins palliatifs et le sujet de la fin de vie en elle-même. C'était une bonne option, c'est pas celle qui a été retenue. Moi, je considère que ce qui a été acquis dans le titre 1 sur les soins palliatifs sont de bonnes choses. Oui. À titre personnel, je m'opposerai au texte sur le principe de légiférer sur la fin de vie, qui, moi, ne me semble pas opportun, et je respecte évidemment le point de vue de mes collègues qui n'ont pas le mien. Beaucoup de sujets à aborder avec vous. Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines, porte-parole des députés Renaissance. Nous sommes toujours avec Jules Torres et Guillaume Bigot. On va laisser place au journal permanent. Juste avant, je vous rappelle que Laurence Ferrari vous donne rendez-vous dans Europe 1 Matin pour la grande interview, Europe 1 CNews, tous les matins en direct à 8h10. Et à quelques jours des élections européennes, Laurence Ferrari reçoit toute cette semaine les principales têtes de liste. Demain, ce sera François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Jules Torres et de Guillaume Bigot pour interroger Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines, porte-parole des députés Renaissance. On est en pleine campagne pour les européennes. Et puis, il y a une institution qui s'appelle l'ARCOM, que nous, on connaît bien à Europe 1, puisque, voilà, comme dans tous les médias, l'ARCOM compte scrupuleusement les temps de parole des uns et des autres. Alors, il y a eu plusieurs événements, ça vous a pas échappé, Charles Rodwell, cette semaine. Il y a eu Gabriel Attal qui, comme un Deus ex machina, est arrivé dans l'amphithéâtre de Radio France, alors que Valérie Ayé était en train de prendre la parole devant des jeunes. Elle était interviewée par mes confrères du service public. Donc tout d'un coup, il est arrivé, il a pris le micro, il s'est affiché avec Valérie Ayé. Bon, il y a le président de la République qui, Maël vient de le souligner, donne une interview au crayon. Alors encore une fois, on le dit, on est en campagne électorale pour les européennes. Il s'invite sur les plateaux de TF1 et de France 2 ce jeudi soir, juste après les cérémonies du débarquement. On ne sait pas s'il parler que du débarquement. Mais en tout cas, l'ARCOM a dit une chose, il a dit, voilà, les temps de parole du président et du Premier ministre seront décomptés si elles
on parle des européennes, elles seront décomptées des temps de Valérie Ayé. Est-ce que vous trouvez que c'est une décision juste ? Comment est-ce que vous interprétez cette décision de l'Arcom ? Alors j'ai du mal à comprendre votre question parce que dans votre fil info, il y a quelques minutes, vous soulignez que le président n'avait pas mentionné Valérie Ayé. Je suis absolument certain que s'il l'avait mentionné dans son interview au Crayon, c'est-à-dire que maintenant il vous fait n'auriez attention. pas manqué de me faire la remarque quelques minutes Il fait après attention. sur le fait il marche sur des qu'il œufs, fasse campagne. voire sur des œufs de caille. Moi, je considère, si vous voulez, que nous sommes dans une semaine pour le coup extrêmement importante pour notre histoire et pour l'histoire du peuple français, qui marque l'anniversaire du débarquement. Il me semble, au vu du contexte géopolitique dans lequel nous vivons actuellement, avec l'invasion en Ukraine, avec l'implication des grandes démocraties occidentales dans des conflits à l'échelle mondiale. Et à mon avis, il est extrêmement marquant que le président de la République prenne la parole pour exprimer sa vision. Sa vision sur la place de la France dans le monde. Je n'ai pas lu son discours avant cela, mais son 20 heures ce que vous dites, Charles Rodwell, demain, c'est important, qu'il parle de la situation de la France dans le monde. Il est exprimé que le président de la République prendra la parole sur la vision qu'il porte pour la France dans un anniversaire extrêmement important, les 80 ans du débarquement. Non, mais là où vous avez des milliers de jeunes hommes et de femmes britanniques, américaines, canadiens et français qui sont décédés sur nos plages pour assurer notre liberté, il me semble que 80 ans après, il est judicieux, souhaitable que le chef de l'État de la République française prenne la parole pour leur rendre un hommage et pour exprimer sa vision politique sur la place de la France dans le monde à ce moment-là. Votre argument porte. On peut considérer d'ailleurs qu'il s'agit d'un hasard de calendrier, d'un hasard de date, d'un hasard de commémoration historique. Ça tombe bien, c'est quelques jours avant la clôture du scrutin. Et c'est comme ça. C'était le 6 juin 44, c'est donc le 6 juin 2024. Mais dans ce cas, pourquoi Gabriel Attal, tout seul, en venant au secours de Valérie Ayé précisément dans les locaux de France Info, a lui établi le lien entre la commémoration des 80 ans et ces jeunes hommes qui ont donné leur vie le 6 juin 44 pour vivre libre, vivre en démocratie, ce que nous permet aujourd'hui l'Union européenne. Et donc je suis inquiet pour l'avenir de l'Union européenne et donc je soutiens Valérie Ayé. Vous voyez bien que la boucle est bouclée entre la commémoration d'un côté et le soutien à l'Union européenne. Bon, c'est un petit peu anachronique, je suis pas sûr que les GI soient morts pour l'Union européenne. Par ailleurs, je crois qu'en 1942, il y avait il y avait des expositions à Paris pour célébrer la France européenne. Mais c'était pas exactement la même Europe, heureusement. Mais enfin, grosso modo, quel lien y a-t-il entre... Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir c'est normal pour le Premier ministre d'établir ce lien? Est-ce que c'est légitime Alors, sur la forme, lorsqu'il a établi ce lien, son temps de parole a été décompté du temps de parole de notre majorité pour les élections européennes, donc dont acte, pas de sujet. Bien sûr. Deuxièmement, sur le fond... Mais dont acte, zut, ou dont acte? Non, mais sur le fond, moi, ce qui me pose un vrai sujet dans ce que vous dites, par contre, c'est que moi, ma génération, depuis que je suis né, l'Europe est en paix. La première fois depuis des décennies que nous avons un conflit ouvert, armé, après l'ex-Yougoslavie, quand même. Depuis 30 ans, vous êtes né dans les prédictions de Francis Fukuyama qui disait qu'il n'y aurait jamais plus de guerre dans le monde. Vous avez Francis Fukuyama d'un côté, Samuel Huntington de l'autre. On se demande qui aujourd'hui est en train de remporter la bataille idéologique. Enfin, l'Europe existait au moment de la guerre de l'ex-Yougoslavie. Il ne me semble pas incohérent que le Premier ministre qui prend la parole dans le cadre de la campagne des européennes exprime la position que nous avons tous dans la majorité, que nous avons besoin de l'Union européenne, que nous avons besoin d'une Europe qui est unie dans un contexte de crise, et pas seulement de crise économique, de crise financière, de crise sanitaire, mais de crise politique et militaire à nos portes. C'est le projet européen que nous portons. Et il se décline dans tous les domaines. Donc vous nous rassurez, donc ça n'a pas de rapport avec la célébration du débarquement et pas de rapport avec le débarquement en tant que tel. Alors, en l'occurrence, pardonnez-moi, mais le président de la République a beaucoup de pouvoirs qui lui sont confiés par la Constitution, pas celle de fixer la date des élections, encore moins celle de fixer la date des élections européennes. Donc c'est un hasard de que calendrier. Les commémorations du débarquement tombent le hasard en même fait bien temps. les choses. Moi, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas juste des mots que nous portons lorsque nous exprimons ce besoin d'Europe. Nous exprimons ce besoin parce que nous sommes dans un monde qui est structuré autour d'un conflit entre deux hyperpuissances démographiques, économiques, géopolitiques, technologiques et industrielles, les États-Unis et la Chine. Nous avons deux choix pour assurer notre liberté politique dans ce siècle qui vient. Soit nous diviser, et dans ce cas-là nous vassaliser, soit bâtir enfin notre indépendance politique à travers une Europe qui protégera notre indépendance technologique et industrielle. C'est le projet que nous portons à travers ces élections européennes. Jules Torres.
Non mais avec tout mon respect, monsieur le député, il faudrait quand même être naïf, comme Guillaume l'a rappelé. Certes, Gabriel Attal, quand il parle, il fait le lien avec ces élections européennes. On ne peut pas croire, sauf si on appartient à cette majorité, que le président de la République ne parlera pas des élections européennes à 3 jours du scrutin. Il dira évidemment tous les dangers du nationalisme. En fin de compte, il parlera de ces élections européennes. Alors évidemment, il le fera très bien, comme a dit Pierre. Il ne citera pas Valérie Hayé, mais il en parlera de ces élections européennes. Alors, on peut pas critiquer tout et son contraire. C'est-à-dire que vous critiquez le fait que le président de la République ne parle pas de Valérie Hayé dans son interview, et vous critiquez le fait que le Premier ministre vienne soutenir Valérie Hayé sur une antenne concurrente. En établissant le lien avec le département. Je suis désolé, mais à partir du moment où vous avez, par exemple, Gabriel Attal, qui fait la campagne de Valérie Hayé et qui exprime son point de vue sur la nécessité de voter pour notre liste et voter pour la liste de Valérie Hayé dimanche prochain. Évidemment que son temps de parole est découlé de l'Arcom. Et c'est la position politique en tant que chef de la majorité, notamment dans cette élection, qui est prise. Et c'est celle que je soutiens. Parce que nous avons besoin de cela. On comprend tous la nécessité de célébrer le 80e anniversaire du débarquement, d'une part. D'autre part, c'est votre position et votre ligne de défendre la construction européenne. Ce qui est plus gênant, c'est l'argument qu'on entend en creux. C'est-à-dire que contester la construction européenne ou l'Union européenne, qui d'ailleurs n'est pas très démocratique comme vous savez, ce serait d'une certaine façon oublier le sacrifice des GI. C'est ça qui est problématique. Là. En tout cas, certainement il faut pas moi. réécouter ce qu'a dit le Premier ministre Attal. Je pense que chacun pourrait réécouter ce qu'il explique. Absolument. La seule chose c'est qu'il très explique, clair. Il est très clair. Bon, dans ce cas-là, on est d'accord. La chose qu'il établit qui est très claire, c'est de dire que pour la première fois depuis 3 décennies, la guerre est de retour sur le continent européen. Mais quel rapport avec l'Union européenne ? Le rapport, il est évident. Qu'il faut que mais c'est que l'Union européenne existait quand il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie. Je tiens juste à dire que pour moi, le rapport est évident. Il y a des choses qui sont passées avant votre naissance. Et la vôtre, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et je tiens juste à dire que nous défendons évidemment ce besoin de plus d'Europe pour être plus unis économiquement, technologiquement, industriellement, pour faire face aux grands défis de ce siècle. Et l'un des grands défis de ce siècle, c'est évidemment les conflits militaires qui sont à notre porte. C'est la simple chose qu'il a expliquée, et je l'ai écouté en me préparant pour cette interview, c'est la chose qu'il exprime dans son soutien qu'il a apporté à Valérie Hayé et à notre liste. Une question, et vous avez effleuré tout à l'heure la chose, effectivement, et vous avez raison, Charles Rodwell, la France cherche de l'argent, on cherche à faire des économies. Le président l'a dit d'ailleurs dans un hebdomadaire il y a quelques semaines en disant qu'il avait fait des économies, 10 milliards 2 fois de suite, donc 20 milliards. En attendant, on a une aide de, je crois, 3100 milliards, donc qui est d'un peu plus de 110% du PIB par rapport à l'Allemagne qui a 60% du PIB. Bref, on est dans une situation difficile et Bruno Le Maire a pris la parole le week-end dernier suite à l'abaissement de la notation par Standard & Poor's, notation à AA-. Est-ce que Bruno Le Maire est sincère quand il dit qu'il a sauvé l'économie française ? Moi, je considère que l'ensemble de l'action du gouvernement et Bruno Le Maire, notamment en tant que ministre de l'économie et des finances en 2020, 2021 et les années qui se sont suivies, oui, l'action que nous avons menée a sauvé l'économie française. Lorsque vous injectez un exemple, ma circonscription, on connaît tous, on a tous des exemples comme ceci. Votre circonscription dans les Yvelines. 470 emplois sur la place du marché de la plus grande commune de ma circonscription, sauvés grâce à l'activité partielle, grâce au plan sectoriel pour répondre à la crise Covid. J'ai presque envie de vous dire aussi, l'ensemble des maisons de presse, patrons de presse, et ils ont eu raison en demandant spécifiquement à Bercy de protéger les maisons de presse de ce pays, les journalistes, les personnes qui travaillent pour vous, à travers l'activité partielle et à travers les mesures spécifiques qui ont été prises selon la taille de vos maisons, du fonds de solidarité au plan sectoriel pour protéger vos emplois et pour protéger votre activité. Nous assumons totalement le choix d'avoir sauvé l'économie française et d'avoir protégé l'emploi des Français et d'avoir protégé nos entreprises dans un moment de crise comme nous ne l'avions pas connu depuis des décennies. Il y a des patrons qui n'ont pas demandé l'aide de l'État et qui ont continué leur activité aussi. Ça s'est produit. Et ça dépend évidemment. Tout le monde n'a pas demandé l'aide de l'État. Il y a des millions de Français qui ont travaillé pendant cette crise et qui ont sauvé des milliers de vies et qui ont permis de tenir cette économie. Quand vous lisez le diagnostic qui est fait par Standard & Poor's, déjà il y a une première chose à citer, c'est que Standard & Poor's vient après le FMI et après 3 agences de notation, 4 acteurs majeurs qui pour le coup ont validé la stratégie de désendettement de la France. Qui ont gardé la note de la France telle qu'elle était. Absolument. En exprimant ouvertement, je cite le FMI,
ont validé la stratégie de désendettement du gouvernement français. Deuxièmement, Standard & Poor's, qui ont dégradé la note de AA à AA-. 3 conclusions qu'ils tirent. Bruno Le Maire dit c'est comme si on avait 18 sur 20, on est passé à 17 sur 20. Donc en gros, c'est pas mal. Moi, je me suis dit, en regardant cette note, quelles sont les 3 conclusions que tire Standard & Poor's? La première, depuis les années 2000, il n'y a que 3 années où les gouvernements français ont baissé la dépense publique et baissé la dette publique. Les réformes vertes sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et l'année 2018 et l'année 2019, quand Emmanuel Macron était président de la République et Bruno Le Maire ministre de l'économie et des finances, et que nous avons sorti la France de la procédure pour déficit excessif, nous avons baissé la dette publique, baissé les déficits publics. Deuxième conclusion que tire Standard & Poor's. La dépense publique et la dette publique française ont beaucoup augmenté en 2020 et en 2021. Je vous le redis, non seulement j'assume, mais je suis fier que notre majorité et que notre gouvernement aient protégé les Français et les entreprises en temps de crise, notamment pour faire face à une épidémie mondiale. Troisième conclusion, j'en finis là. Standard & Poor's souligne le manque de stabilité politique en France pour faire des réformes. Eh bien, la meilleure réponse que nous pouvons apporter, non pas pour cette agence, mais pour les Français, et pour rétablir les comptes publics. 1. Continuer la réforme de structure, je pense notamment à la réforme de l'assurance chômage. Deuxièmement, prendre chaque groupe politique au mot. Les Républicains, qui sont par exemple les chantres de la tenue des comptes publics, le dernier budget, si on additionne tous leurs amendements, 127 milliards de dépenses supplémentaires. Est-ce que ce sera le cas dans le budget dans quelques semaines? Nous leur tendons la main pour travailler avec eux, pour faire voter un budget au service des Français et au service de la baisse de nos comptes et de la baisse de nos dépenses publiques, pardonnez-moi. 20h44, Charles Rodwell, député Renaissance, est avec nous. On marque une pause et dans un instant, Guillaume Bigot et Jules Torres le questionnent avec moi. À tout de suite. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines, porte-parole des députés Renaissance, et pour l'interroger, Guillaume Bigot et Jules Torres. Jules et Guillaume, vous avez écouté l'exposé de Charles Rodwell sur l'économie française. Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez? Première chose, c'est que j'ai cru comprendre, mais peut-être que j'avais mal compris, et vous allez dissiper cet équivoque, que la précédente réforme sur l'assurance chômage vous avait été présentée de la manière suivante. Si la croissance ralentit, si le taux de chômage augmente, alors on augmentera la durée d'indemnisation et on augmentera le montant d'indemnisation. Or là, la croissance ralentit, le chômage augmente, mais apparemment, Bruxelles demande des économies. Donc, ce que vous allez faire, c'est pas exactement ce que vous avez prévu de faire. Ou peut-être il y a une étape que j'ai sautée, je ne sais pas. La croissance ralentit en France? Elle est, à mon avis, la conjoncture... en Allemagne, ça c'est sûr. Mais notre acquis de croissance pour cette année est de 0,6%. Nous serons au-delà des 1%. Donc la croissance ne ralentit pas, pour le coup. Disons qu'elle est moins élevée que prévu, mais elle ne ralentit pas. Le deuxième élément, c'est que mécaniquement, une réforme de l'assurance chômage est prévue pourquoi? Notre objectif cardinal est de faire baisser le taux de chômage dans ce pays. Nous avons recréé pour depuis arriver 2017, au plein emploi. Exactement. Nous avons recréé depuis 2017. Et donc sortir des gens des statistiques du chômage, ça va réduire, ça va augmenter le taux d'emploi. Ce qui est certain, c'est qu'on a changé la vie de 2,8 millions de personnes depuis 2017 parce que nous avons créé dans ce pays 2,8 millions. Enfin, ça, c'est la croissance de l'IMAS à 0,6. La deuxième chose, c'est que mécaniquement, lorsque vous créez des emplois, vous avez plus de gens qui contribuent à travers les cotisations sociales, à la fois salariales et patronales, et vous avez moins de gens qui bénéficient des prestations sociales, notamment des allocations chômage. Donc en fait, mécaniquement, lorsque vous recréez de l'emploi, c'est bon pour tous les gens qui retrouvent un boulot, c'est bon pour tous les territoires où il y a une recréation d'emplois et l'installation d'entreprises, et pardon, mais c'est bon pour nos finances publiques. Mais le nombre d'emplois non pourvus reste le même. Le nombre d'emplois pourvus la semaine, c'est la raison pour laquelle nous assumons tout à fait que arriver au plein emploi, n'est pas possible avec un modèle social constant. C'est la raison pour laquelle nous menons cette réforme de l'assurance chômage, parce que dans une économie où vous avez des emplois qui sont disponibles, où vous avez des entreprises qui recrutent, où vous avez des millions de Français qui bossent comme des fous, comme ceux qui nous écoutent actuellement, il est normal que nous menions cette réforme de l'assurance chômage pour continuer à créer des emplois et pour adapter notre modèle social à notre objectif, qui est celui du plein emploi. Monsieur le député, depuis 2017, je crois qu'on est au 3e tour de vis de l'assurance chômage, et j'ai une question qui est très simple. Qui subit l'impact de ces 3 réformes depuis 2017 ? Alors c'est une bonne question que vous avez. Systématiquement, en fait, nous ciblons évidemment la manière dont nous construisons ces réformes. D'ailleurs, dans quelques semaines,
la ministre du Travail, Catherine Vautrin, présentera la manière dont elle constitue cette réforme de l'assurance Que chômage. vos oppositions disent que c'est les jeunes et les plus précaires qui vont en subir les conséquences. Alors, moi, ce que je considère surtout, c'est que les conséquences du modèle social actuel, c'est un chômage de masse pour les seniors actuellement et un chômage pour les jeunes également. Vous voyez, c'est deux indicateurs. Moi, je ne me résous pas à vivre dans un pays où vous avez un chômage de masse pour les seniors et vous avez trop de jeunes qui cherchent un boulot. Donc, il y a une première chose, c'est qu'il faut responsabiliser les entreprises. On a pris tout un certain nombre de mesures sur ce sujet qui seront prises aussi à l'automne. La deuxième des choses, c'est que cette réforme de l'assurance chômage, elle est nécessaire parce que si nous voulons arriver au plein emploi, à savoir continuer à créer des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois dans ce pays, nous ne pouvons pas le faire à un modèle social constant. Nous devons mener cette réforme exactement pour le sujet que vous indiquez. Qu'est-ce qu'on fait de la dette, Charles Rodwell? Est-ce qu'elle va rester à 3 milliards 100, 3 milliards 200, 3 milliards 300, qui dit mieux? Alors la dette, on la rembourse. Oui, bah oui. Il y On a sait trois qu'elle moyens. est remboursable là, en Petit à l'état. Vous pensez que c'est raisonnable de dire aux Français, on a 3 000 milliards de dettes et on va rembourser cette dette? Moi, je vous retourne la question, c'est-à-dire à ceux qui disent que la dette, il ne faut pas la rembourser. C'est pas un peu Est-ce que c'est jésuite sur les vraiment bords raisonnable à retourner les questions à tout le monde, là, comme ça? Alors, je ne suis pas jésuite, en l'occurrence, mais simplement la question que je me pose, c'est quelle est la responsabilité de ceux qui portent la ligne de dire qu'on ne va pas rembourser cette dette? Évidemment qu'on Il y va a la aujourd'hui rembourser. qu'un parti politique ou qu'une figure politique qui dit ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bah, vous avez tout un spectre du Jean-Luc Mélenchon, également Rassemblement National. Il faut bien tenir le discours qu'ils ont là-dessus. Vous avez trois moyens aujourd'hui de répondre à la situation dans laquelle nous sommes. Premier moyen, ne rien faire. Expliquer que finalement, ça va tenir le coup et que les réformes que nous menons, elles sont mauvaises pour les Français et elles ne servent à rien. C'est la position du Rassemblement National. Le problème, c'est que si vous laissez les filer les déficits, un jour, nous ne pourrons plus rembourser notre dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, comme moi, on ne pourra plus emprunter. Ça veut dire que vous, comme moi, les entreprises ne pourront plus se financer. Voilà. Vous savez que beaucoup de pays dans le monde n'ont pas besoin d'emprunter, ils peuvent monétiser leur dette. La Grande-Bretagne peut monétiser sa dette, les États-Unis peuvent monétiser leur dette. Ils n'ont pas besoin d'aller sur les marchés et de payer des gens qui ont de l'épargne, de les payer, de les protéger contre l'inflation, parce que c'est ce que Bruno Le Maire a fait. Il a indexé les obligations sur l'inflation. Les salariés ne sont pas protégés de l'inflation, mais les rentiers, eux, quand vous empruntez leur argent sur les marchés, ils sont protégés de l'inflation. Donc, est-ce que c'est raisonnable d'être dans un mécanisme de surendettement où vous vous endettez parce que vous voulez rembourser votre dette? C'est exactement le mécanisme du surendettement, c'est des sables mouvants. Jusqu'où on veut aller comme ça? Alors déjà, je vous remercie de souligner l'indexation aujourd'hui sur l'inflation. Aujourd'hui, nous avons indexé les pensions, notamment les pensions les plus petites, et nous avons indexé aussi le niveau du SMIC sur l'inflation. Donc, c'est pas toutes les rumeurs qui tournent aujourd'hui, mais elles ont été maintenues. Et d'ailleurs, elles ont vous été l'avez revalorisées maintenu, aussi. mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de dire que vous avez maintenu, enfin, vous n'avez pas supprimé quelque chose. Mais à l'heure c'est où pas votre crédit. nombreux de nos déjà le opposants cas. politiques nous accusent de vouloir désindexer, je tiens juste à confirmer que D'accord. l'indexation est maintenue sur l'inflation. Je reviens à mon raisonnement. Premièrement, la manière de rembourser la dette, soit vous ne faites rien, c'est ce que propose le Rassemblement National, ça nous mènera au mur. Soit vous faites Comme ce que la M. France Draghi, Insoumise, vous soit vous monétisez la dette. soit vous Mais faites là, ce que la France Insoumise l'Allemagne ne veut propose, à savoir de faire exploser les prélèvements obligatoires, notamment les impôts. Et M. Draghi, il Nous, Rassemblement nous National. avons une ligne politique qui ne changera pas. Pas de hausse d'impôts. C'est la ligne de force de notre politique économique. Nous refusons cette solution. La troisième option, elle est assez simple. Ça, les Français n'y croient pas Réduire quand la ils voient leur dépense fiche de paie. publique. Réduire la dépense publique. C'est ce que nous avons fait avec les 20 milliards de baisse sur l'année 2024. C'est ce que nous ferons dans le budget qui sera présenté. Et nous espérons que l'ensemble des partis politiques qui s'engagent aujourd'hui vocalement, notamment sur vos antennes, à réduire la dépense publique, seront au rendez-vous. Je pense notamment aux Républicains. Je pense qu'il faut poursuivre nos réformes de structure, notamment celle de l'assurance chômage. Vous avez entendu Jules Torres et je pense qu'il a raison. Il y a une chose qui est souvent dite, c'est que les classes moyennes ou les classes moyennes plus payent plus d'impôts que les très très grandes entreprises. Comment est-ce que vous expliquez cela? Il y a beaucoup d'économistes qui ont fait la preuve. On n'a pas le temps là de faire des chiffres et des lettres et de vous faire le tableau avec la craie, etc. Mais en réalité, pourquoi est-ce que des grandes entreprises, des grandes multinationales arrivent à faire de l'optimisation fiscale et effectivement se retrouvent à payer moins d'impôts que les Français qui nous écoutent là sur Europe 1 ce soir? Alors, il y a beaucoup de sujets que vous évoquez. Le sujet des classes moyennes, c'est un sujet fondamental. C'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé lui-même que nous allions baisser l'imposition sur les classes moyennes à hauteur de 2 milliards d'euros dès 2025. Au bout de 7 ans, il serait temps. Alors, au bout de 7 ans, pardonnez-moi. Nous avons défiscalisé les heures supplémentaires. Nous avons baissé les cotisations Vous sociales. avez eu le Covid, oui, je sais, vous allez me dire. Non, mais je vous parle de la baisse des impôts. Nous avons baissé l'impôt sur les sociétés. Nous avons baissé les impôts de production. Si vous voulez qu'on parle honnêtement de la fiscalité, nous avons massivement baissé les impôts dans
tous les Mais ces domaines de mêmes l'économie. classes moyennes, Charles service- Rodwell, vous disent aujourd'hui qu'elles payent plus d'impôts, elles sont plus matraquées aujourd'hui qu'avant. Eh bien, la réponse que nous apportons clairement sur ce sujet, c'est que la prochaine baisse d'impôts, 2 milliards d'euros sur les classes moyennes en 2025, c'est la position qu'a tenue le président de la République. Nous continuerons à baisser les impôts. Mais pourquoi? C'est pas juste un dogme. Si on prend par exemple l'impôt sur les sociétés, on l'a baissé de 33% à 25%. Et pourtant, aujourd'hui, et là je parle des entreprises, ils rapportent plus qu'avant. Pourquoi? Et parce que vous avez plus d'entreprises qui se sont créées en France. Parce que comme on a fait baisser les impôts et qu'on a pris Donc c'est d'autres la loi des réformes, volumes. plus d'entreprises sont venues s'installer, plus d'entreprises se créent dans notre pays, plus d'usines ouvrent, plus 300 usines qui ont ouvert en solde net depuis 3 ans dans notre pays. Et toutes ces entreprises-là, elles payent des impôts. Et moi, je vais vous dire, en tant qu'élu local, on a besoin de financer nos services publics locaux. Je préfère que ce soit des entreprises qui payent ces impôts plutôt que les Français. C'est la raison pour laquelle ces impôts qui rapportent, nous les avons baissés, ils rapportent plus parce qu'il y a plus d'entreprises. Nous permettent aussi de baisser les impôts sur les Français, notamment sur les classes moyennes. 2 milliards d'euros en 2025, c'est l'engagement que nous avons pris. Merci beaucoup Charles Rodwell d'avoir accordé ce long entretien Merci à vous. Europe 1 ce soir. Je rappelle que vous êtes député Renaissance des Yvelines et porte-parole des députés Renaissance. Merci également à mes camarades Jules Torres, journaliste au JDD, et l'éditorialiste et chroniqueur politique Guillaume Bigot. Merci.